Dans un pays officiellement bilingue, comment expliquer qu'on accepte encore que des chefs d'État, des PDG ou des personnalités publiques ne parlent pas un mot de français? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec ou sans accent. Mesdames et messieurs, veuillez renseignements partenaires. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. J'ai déjà rencontré dans ma vie plusieurs nouveaux arrivants qui m'ont affirmé que lorsqu'ils sont arrivés au Québec, ils ne savaient pas que le Québec était francophone ou que le français était aussi important ici. On dirait qu'ils n'avaient jamais senti ou jamais compris que le français avait vraiment un statut important au Québec parce qu'on leur avait vendu vraiment l'image d'un Canada bilingue où on pouvait passer notre vie en anglais sans parler un mot de français. Évidemment, si je les ai rencontrés dans le cadre de mon travail, c'est qu'ils ont décidé qu'ils apprenaient le français parce que c'était important de le faire, mais ça m'a toujours surpris de voir à quel point plusieurs personnes ne savaient pas. Donc, ils ont vraiment été surpris en arrivant à Montréal en faisant genre « Oh, attends une minute, les pancartes sont en français ». On parle en français dans plusieurs endroits. Évidemment, là, s'ils sont arrivés au centre-ville de Montréal, ils se sont peut-être pas dit la même chose, là, mais passons. Donc, souvent, des gens qui se demandaient, en fait, si au fond, le bilinguisme était vraiment pris au sérieux et si le français était vraiment important, même ici au Québec. J'ai envie de commencer avec une parenthèse, en fait, un peu sociolinguistique. Il y a une personne que j'ai citée dans ma thèse, dont j'ai beaucoup aimé les travaux, qui s'appelle Monsieur Dawael. Pas je le prononce bien, mais je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. C'est un linguiste, professeur émérite de l'Université de Londres, qui écrivait en 2006, en fait, que la perception de l'utilité d'une langue corrélait positivement avec la maîtrise de celle-ci et que les apprenants ou les étudiants s'investissaient davantage dans l'apprentissage d'une langue s'ils considéraient qu'elle était utile pour leurs besoins. Le même chercheur là, ajoutait que l'investissement dans la maîtrise d'une langue seconde dépendait surtout, en fait, d'un froid calcul des besoins plutôt que des considérations émotionnelles. Il signalait aussi que des attitudes envers la langue cible et envers les locuteurs natifs ne sont pas permanentes et qu'elles peuvent évoluer dans le temps selon la motivation de chacun et des contacts qu'ils ont avec des membres de la société ou des gens, en fait, autour d'eux. Puis dans cet épisode, on va plonger vraiment dans cette drôle de logique-là, à savoir pourquoi certaines personnes doivent toujours prouver leurs compétences linguistiques pendant que d'autres, bien en vue, bénéficient d'une indulgence presque automatique. On va aussi se parler de fluidité en français ou dans les langues secondes, d'inégalité dans les attentes, de ceux à qui on pardonne un peu trop facilement et de ceux de qui on exige toujours plus. On se demande aussi en filigrane si au fond le bilinguisme officiel n'était qu'un principe à deux vitesses. Je propose aujourd'hui une réflexion un petit peu plus politique, mais qui reste bien ancrée dans nos sujets de prédilection, soit l'apprentissage des langues, la francisation et l'immigration au Québec. Je me suis vraiment posé la question du bilinguisme à deux vitesses là, dans les derniers mois parce que j'ai été invitée sur plusieurs tribunes en fait pour analyser ou évaluer le niveau de français de Mark Carney. Pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, Mark Carney est devenu premier ministre le 14 mars dernier, succédant ainsi à Justin Trudeau. Puis on le sait, en tout cas, si vous êtes ici, le niveau de français de M. Carney a fait jaser. Moi, mais plein d'autres personnes aussi, là, dans les médias écrits, dans les émissions de télévision, dans les débats publics, on s'est demandé, en fait, si on pouvait vraiment gouverner un pays bilingue sans parler correctement une des deux langues officielles. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on se pose cette question-là dans les dernières années, hein. Même, on a une gouverneure générale, Marie Simon, là, par exemple, qui parlait pas un mot de français à sa nomination et qui baragouine 2-3 trucs lorsqu'elle parle, mais on sait pas trop qu'est-ce qu'elle dit. Le PDG d'Air Canada aussi, Michael Rousseau, qui a déjà dit, en fait, qu'il pouvait vivre à Montréal sans parler un mot de français, qui n'a pas vraiment démontré beaucoup de progrès dans les dernières années non plus. Et la semaine dernière, je voyais qu'on avait nommé à la tête de CAE, une entreprise qui est bien enracinée au Québec,
un Américain qui ne parlait que l'anglais. Je me suis demandé, en fait, est-ce qu'on pouvait être premier ministre, gouverneur général ou à la tête d'une entreprise publique majeure en étant unilingue anglais ou presque? Puis la réponse, ça semble être oui. Là, évidemment, Mark Carney n'est pas unilingue anglais. Là. D'ailleurs, en quelques semaines, on l'a vu prendre de l'assurance en français. C'est normal aussi. Hein, donc, vous connaissez peut-être l'expression anglaise « use it or lose it ». Hein, donc, c'est donc probablement parce qu'il utilise davantage le français que celui-ci se bonifie. Mark Carney, c'est un homme éloquent, respecté, tout ça, qui est à l'aise dans les grandes institutions internationales et qui parle français. Hein, donc, puis pour moi, quelqu'un qui parle français est francophone, même s'il fait des erreurs. Comment je pourrais dire ça? Il n'est pas tout de même pas complètement indépendant en français. Là. Je pense que c'est un niveau B2 là, quand on regarde les indicateurs internationaux. Il parle en fait comme quelqu'un qui a appris la langue dans des contextes formels sans l'avoir vraiment vécu au quotidien. J'ai regardé, écouté attentivement plusieurs extraits, là, donc avec mon expérience en francisation et en évaluation linguistique, je pense que mon B2 est très bien évalué. Évidemment, par contre, je ne l'ai pas vu dans une vraie tâche d'évaluation, là, donc je ne sais pas comment il se comporte dans des sujets où il n'est pas préparé du tout, où il n'a pas de documents ou de télésouffleurs, mais c'est quand même quelqu'un qui comprend, qui peut répondre à des questions variées, il arrive à construire ses idées, à défendre ses opinions, mais il le fait quand même avec des erreurs fréquentes, hein? Des erreurs d'accord de base, là, comme j'ai entendu dire des trucs du genre les premiers maisons, nos partenaires commerciaux, il faut que le gouvernement respecte, tu sais, des genres d'erreurs comme ça qui ne sont pas naturelles, mais qui nuisent pas non plus à la compréhension du sens. Hein? C'est pas des fautes qui empêchent la communication, mais elles révèlent un rapport assez incomplet quand même au français, puis surtout une certaine difficulté à improviser ou à interagir avec aisance dans des contextes qui sont plus spontanés, en fait, ou plus tendus. Puis évidemment, pour faire une vraie analyse, je l'ai dit tantôt, je devrais la faire en personne avec des tâches pour lesquelles il n'est pas préparé. Mais vous comprenez, en fait, qu'en situation contrôlée, son français est autonome, en fait, mais je ne suis pas certaine qu'il soit indépendant dans les niveaux C1 ou C2. Puis, ça m'amène en fait à d'autres choses dont je vais vous parler, qui est un concept central dans l'apprentissage des langues, qui est la fluidité. Qu'est-ce que c'est la fluidité? En fait, c'est pas la perfection, mais c'est une capacité à enchaîner des idées dans une langue qui n'est pas nécessairement notre langue première, avec naturel, à parler sans devoir traduire mentalement chaque mot dans notre tête avant de s'exprimer, à gérer une conversation même lorsqu'on cherche un terme exact ou qu'on fait une faute. On peut être fluent avec des erreurs, et inversement, on peut avoir une bonne grammaire sans être fluide du tout. La fluidité, elle se construit avec l'usage régulier, l'immersion, la pratique réelle, les situations où on rencontre le français dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui manque, je crois, à Mark Carney. C'est une aisance réelle, incarnée. On est vraiment dans une maîtrise formelle, pas encore spontanée. Puis tu sais, attention, hein, parler français, c'est pas parler français parfaitement. Être francophone, c'est pas être irréprochable. On peut faire des fautes et être francophone. Être francophone, c'est une identité qu'on peut choisir aussi. Hein? On peut toujours additionner une identité à notre culture de base tout au long de notre vie. On n'est pas nécessairement francophone, hein, mais on peut évidemment le devenir. Puis comme disait Jacques Parizeau, que le dernier arrivé laisse la porte ouverte. Puis l'ouverture à la langue et la volonté d'apprendre une langue, on devrait la retrouver partout, y compris là, chez ceux et celles qui choisissent le Québec comme terre d'accueil, comme lieu d'études ou de travail. C'est pour ça que j'aimerais dire un mot sur un mouvement étudiant dont j'ai entendu parler dans les dernières semaines, des étudiants en fait du Collège La Salle, des étudiants internationaux dans je pense que c'est le Collège La Salle seulement, mais peut-être d'autres établissements, qui sont anglophones, des institutions universitaires ou collégiales ou l'équivalent du cégep privé anglophone du Québec, qui s'opposent en fait à certaines exigences liées à l'apprentissage du français. Puis tu sais, j'ai écouté attentivement des entrevues qu'ont donné leurs porte-parole dans les médias francophones où on revenait sur des vidéos qui étaient tournées entièrement en anglais. Même pas un bonjour pour témoigner d'une quelconque ouverture linguistique. Tu sais, un porte-parole qui dit pas un mot en français dans des entrevues dans des médias francophones. Pas un mot. Ça m'a vraiment comme un peu... pas nécessairement surprise, hein, parce que je le sais qu'on peut étudier dans des établissements anglophones sans parler français, surtout quand on vient de certains pays du monde, là, mais je suis quand même surprise qu'on fasse de la place à des mouvements comme ça sans se demander, en fait, pourquoi c'est possible. Hein. Puis, ils se plaignent, en fait, ces jeunes-là, de plusieurs choses. Là, ils ont des critiques envers le gouvernement du Québec parce qu'ils dénoncent, en fait, les délais d'attente pour apprendre le français, les ressources qui sont insuffisantes, des niveaux qu'ils doivent atteindre. Ils dénoncent aussi le manque d'accès à des cours. Puis là-dessus, là, ils ont
100% raison, puis on ne peut pas leur demander d'apprendre une langue sans leur donner les moyens de le faire. Je pense qu'il faut vraiment sérieusement investir dans une offre de francisation de qualité, flexible et accessible au Québec. Puis ça fait des années, moi, que je plaide pour ça. Fait que vous ne me ferez pas dire le contraire aujourd'hui. Mais je pense quand même qu'il y a une réalité incontournable, c'est que le Québec, c'est une société francophone. Puis quand on veut y vivre, y étudier, y travailler, il faut aussi participer linguistiquement. Puis Montréal, c'est pas une ville anglophone. Le Québec, c'est pas une province anglophone. Donc, tu sais, je vous avoue que je suis toujours surprise d'entendre certains dire je veux rester ici après mes études, je veux obtenir mon diplôme ici, je veux avoir un contrat de travail, mais qu'on comprenne pas, en fait, pourquoi on demande un niveau de français puis qu'on critique le fait que le gouvernement exige des niveaux de langue. Je pense que les institutions qui reçoivent ces étudiants-là, ils ont vraiment un travail à faire d'information. Parce que est-ce que c'est normal que vous veniez étudier dans une ville comme Montréal puis que vous ne soyez pas au courant, non seulement qu'on va vous demander des exigences linguistiques pour diplômer ou pour rester au Québec si vous voulez le faire après, mais qu'on puisse étudier ici sans être trop au courant des exigences linguistiques, du statut linguistique ou même de savoir que le français est important. Je pense que c'est un peu ça, en fait, la critique principale que j'ai, non seulement pour les institutions, mais aussi pour les gens qui viennent étudier ici, mais aussi pour le Canada, en fait, qui envoie une image, en fait, de pays où on peut fonctionner en anglais partout, mais au moins qu'on dise que le Québec est francophone. Tu sais, je pense que les institutions qui reçoivent ces étudiants-là devraient vraiment mieux informer les jeunes des exigences d'immigration ou des exigences de diplomation. Parce que ces jeunes-là, en fait, ils ont souvent un projet de vie qui est canadien, pas québécois. Comme si la dimension francophone ou québécoise était un peu écartée de leur projet. C'est un projet en anglais, en fait. Je crois qu'ils sont vraiment pas assez informés, mais ça, c'est aussi une responsabilité des institutions qui les accueillent, qui les informent pas assez. Tu sais, si moi, j'allais étudier en Allemagne demain matin puis que j'avais envie d'y diplômer et d'y demeurer, non seulement j'aurais pris des cours d'allemand avant de partir, mais j'aurais bonifié mon allemand à tous les jours. Je me serais inscrite à des cours, j'aurais lu, j'aurais regardé des capsules sur Internet, des séries, des chansons, des balados, j'aurais utilisé des applications, Duolingo, Babel, tout ça, sans me poser de questions. Oui, l'État doit offrir des cours de francisation, c'est normal. Mais apprendre une langue, c'est pas seulement la responsabilité de l'État. C'est aussi une responsabilité individuelle parce que c'est la personne qui sera évaluée. C'est elle qui devra parler, comprendre, lire autour d'elle. Quand on choisit le Québec, on choisit plus qu'un programme ou un campus, plus qu'une école, plus qu'une université. On devrait choisir un ancrage culturel, social, puis ça passe inévitablement par le français, surtout lorsqu'on a des exigences migratoires reliées à ça. Puis, je pense qu'idéalement, les gens devraient commencer à découvrir ce fait culturel-là, ce fait linguistique-là, avant même d'arriver ici, puis de le continuer en fait non seulement sa connaissance de la culture et de la langue, mais de bonifier aussi sa maîtrise de celle-ci. Puis ça, les institutions de formation comme le Collège La Salle et les autres devraient vraiment prendre la situation au sérieux, puis cesser en fait de voir les étudiants étrangers comme des vaches à lait. Parce qu'il ne faut pas se tromper, là, c'est exactement ça qu'ils sont. Puis, tu sais, aujourd'hui, il existe tellement d'outils accessibles, tu sais, des applications gratuites, des cours privés, des groupes d'échange, des communautés d'apprentissage, tout ça. Le chemin vers l'apprentissage du français, il peut être imparfait. Il est imparfait. Hein? Donc, je pense que le gouvernement ne met pas assez de ressources, jamais, mais le chemin doit être amorcé quelque part. Puis, tu sais, j'aimerais vraiment lancer une réflexion aux institutions dites anglophones ou bilingues du Québec. Je pense que vous avez une responsabilité dans l'intégration de ces jeunes-là. Il faut favoriser l'inclusion. C'est pas de renoncer à la langue officielle. C'est au contraire d'outiller vos étudiants, vos étudiantes à mieux participer à la société d'accueil dans laquelle vous les diplômez. Pour moi, c'est un geste fort porteur à la hauteur du Québec qu'on veut bâtir. Les étudiants internationaux ne doivent pas seulement être une source de revenus pour des écoles privées ou des universités. Ils doivent être préparés à devenir des citoyens, des collègues, des voisins, des gens qui travaillent dans le public. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ouvre le dialogue. Est-ce qu'on peut mieux faire la francisation au Québec? Oui. Est-ce qu'on peut continuer d'exiger le respect de la langue officielle du Québec sans aucune hésitation? Puis je reviens un petit peu à Marc Carney parce que pour moi, tu sais, ce bilinguisme-là, il est vraiment plus du bilinguisme de façade. Hein? Donc, les institutions qui disent oui, nos étudiants vont être bilingues en sortant d'ici ou vont avoir les bons niveaux pour immigrer au Québec, c'est plus ou moins vrai. Hein? Puis j'ai envie des fois de, tu sais, je reviens à Marc Carney, là, tu sais, si un Québécois francophone qui baragouinait l'anglais ou qui avait le même niveau d'anglais que Marc Carney a un niveau de français, si cette personne-là se présentait pour devenir premier ministre du Canada, qu'est-ce qui arriverait?
Est-ce qu'on lui accorderait le même bénéfice du doute? Est-ce qu'on applaudirait ses efforts? Ou en fait, on douterait de sa compétence? Est-ce qu'il serait même considéré? Souvenez-vous par exemple de Pauline Marois au Québec. On a tellement niaisé son niveau d'anglais. Lorsqu'un anglophone parle français, on dirait qu'on crie au miracle. Mais quand un francophone fait une faute d'anglais, on le juge rapidement. 2 langues officielles au Canada, mais pas les mêmes excuses, pas les mêmes pouvoirs. Tu sais, si je reviens au début de mon épisode, la vraie question, c'est pas est-ce que Mark Carney parle bien français, mais plutôt est-ce qu'au Canada, le bilinguisme signifie vraiment 2 langues ou une seule qui compte pour vrai? Puis tant qu'on n'exigera pas le français, là où le pouvoir se prend et se transmet, je pense que le bilinguisme restera un mot vide, une ambition déclarée, mais jamais vraiment appliquée, une façade. Puis si c'est une façade, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Parler 2 langues, 3 langues et plus est une richesse. Mais parler français, c'est aussi une richesse. Donc, si on veut juste du bilinguisme de façade, disons-le clairement. À bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!